Donc, je ne vais pas vous parler de, comme sur le programme, c'est pas un retour d'expérience sur le tsunami d'Asie du Sud-Est de 2004, où j'ai eu le plaisir d'intervenir avec le créateur de la CUMP à Poitiers, Jean-Jacques Chavagnat. Mais ce sera plus sur ces trois situations où j'ai pu intervenir pour voir un petit peu les enseignements que l'on peut en tirer. Donc, en particulier le déploiement des cellules d'urgence après un tsunami. Ça a marché. Ça marche. Donc, comme vous le voyez, tsunami, c'est un mot japonais qui est composé de deux racines, tsu, avec l'accent bien charentais, qui veut dire port ou rade, et nami, qui veut dire vague. C'est un mot qui a été vulgarisé depuis le 11 mars 2011, où 16 000 personnes ont été tuées dans les vastes zones qui ont été détruites par un raz-de-marée au Japon, où la hauteur de la vague maximale a atteint près de 56 mètres. Donc avant le mot, c'est plus raz-de-marée. Le tsunami a été vraiment connu, s'est développé dans le langage courant à partir de ce moment-là. Donc le tsunami, en fait, c'est une onde de choc océanique qui est consécutive à un mouvement de plaques tectoniques. Les séismes comme les tsunamis d'ailleurs, sont polymorphes dans leur forme, dans leur puissance et l'impact humain, ce qui nous intéresse, souvent corrélé aussi au site géographique. Alors tout naturellement, les interventions des cellules d'urgence, des secours, mais là je vais plus focaliser sur nos actions, eh bien, sont calibrées en fonction des paramètres d'un tsunami. L'un ne ressemble pas à l'autre. Petit œil rapide sur la cinétique de l'événement. J'ai mis en dessous la temporalité de l'événement à fort retentissement émotionnel que vous connaissez tous, l'événement, 24 heures après, le post-immédiat et tout, le différé, pour voir un petit peu quel peut être le rapport avec ce type d'événement. Alors, le tsunami arrive rarement seul. On a bien souvent la catastrophe initiale qui est brutale, inattendue dans ses effets dévastateurs. Cette phase est limitée dans le temps, comme pourrait l'être finalement un autre événement de type 1, un grand carambolage, un incendie. Enfin, on a cet événement qui est assez réduit dans le temps. Ça durait quelques heures. Donc compatible avec l'événement de type 1. Juste après, vous avez cette phase 2 où là les choses se compliquent un petit peu, essentiellement composées de secours. Les secours sont en majorité juste après ce genre d'événement. C'est la population en fait qui va extraire les personnes pour un très grand nombre. La population et les secours organisés. Et là, on voit déjà que notre cinétique de début, il va falloir l'adapter. Donc les secours interviennent rapidement, encore une fois, en même temps que la population qui va avoir une action très, très forte, avec beaucoup de personnes qui vont être des primo-intervenants, mais en fait des personnes qui vont devenir secouristes d'un jour. Et puis, vous avez aussi des tsunamis pour lesquels les secours sont détruits. On verra après cette notion de catastrophe à effet limité ou catastrophe généralisée. Lorsque vous avez des secours qui peuvent s'organiser, c'est une chose. Lorsque même les secours ont été impactés, la cinétique va être d'autant plus différente. Alors la temporalité, vous avez une population qui est différente, qui est très très hétérogène, qui va devoir faire l'objet d'un triage. Vous avez ceux qui se trouvent dans des lieux sécurisés. On est déjà passé à autre chose? Ah non. Pardon. Je me perds un petit peu, pardon. Donc vous avez cette situation, donc celle qui est matérialisée donc avec cette deuxième feuille, où finalement vous avez une phase immédiate où les personnes sont impactées, elles sont dedans, ce sont des impliqués directs là-dessus, on est tous bien d'accord.
Mais vous avez ensuite cette deuxième phase qui ne peut pas s'appliquer, qu'on appelle le post-immédiat, puisque vous avez des personnes qui vont de nouveau subir des impacts importants, notamment les personnes qui vont être confrontées aux débris humains, les personnes qui vont être confrontées à l'affliction générale, à la grosse charge émotionnelle qui va régner. Notamment, dans tout ce temps, il va falloir eh bien, attendre que les marées ramènent les corps, que les personnes sont disparues, elles ne sont pas encore décédées. Vous avez tous ces paramètres qui font que eh bien, vous avez pléthore de personnes qui peuvent se retrouver impactées face à une situation, pas l'initiale, mais qui vont avoir leur effraction au cours de cette période. Et puis vous avez le temps après, donc le temps de dernière image au bout de la frise pour ce type d'événement qui arrive plutôt dans les ultramarins. Très clairement, les rapatriements de ressortissants français. Vous avez cette phase où les personnes ont vécu la situation et doivent être rapatriées. On verra que là aussi, les équipes de prise en soins médico-psychologiques ont un rôle important à jouer dans le rapatriement de ces personnes, qui ne sont pas forcément les impliqués directs. Enfin, dans ce rapatriement, on a un rôle à jouer important, et ce rôle est bien évidemment différent des autres rôles que l'on peut avoir. Normalement, ça bouge. Si, ça bouge un petit peu l'immeuble. Vous voyez pas? Bon, il ne bouge pas, c'est pas grave. Donc, un tsunami est toujours précédé d'un mouvement de plaques tectoniques en mer, mais il peut aussi exister des tsunamis qui sont déclenchés par un séisme dont l'épicentre se trouve sur Terre. C'est l'une des prévisions d'ailleurs qui est faite aux Canaries, donc beaucoup plus près, à savoir ce sont des montagnes volcaniques, et la grosse crainte c'est qu'avec des pluies diluviennes, eh bien, une partie de la montagne s'effondre en suivant le couloir de cheminée qui lui est rigide, tombe dans la mer et provoque une vague gigantesque qui irait jusqu'à l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Alors, vous avez donc ce premier séisme au Japon où tout est parasismique, donc les immeubles bougent. Ah bah si, on le voit là. Les immeubles bougent beaucoup, mais tout est parasismique, les dégâts sont peu nombreux. En revanche, vous avez une deuxième catastrophe qui peut y succéder. Il y a quelque chose pour lequel c'est très compliqué, même si les Japonais ont beaucoup travaillé dessus par rapport à l'arrivée des tsunamis. Eh bien, vous avez d'autres catastrophes qui peuvent survenir. Bon, l'animation en tout, c'était celle des réacteurs de Fukushima, l'accident nucléaire, la catastrophe qui s'est greffée à la catastrophe. Alors en France, quand même, en 1999, c'est le réacteur de la centrale nucléaire de Blalais, donc à 17 km d'ici, qui a dû s'arrêter d'urgence après que tous les systèmes de sécurité aient été inondés. C'est les digues de protection qui n'avaient pas résisté à la force du vent. Bon, c'était la fameuse tempête de 99, dont les moins de 20 ans se souviennent. Et alors... J'appuie ici. Alors on va parler un petit peu de la typologie des victimes, puisqu'on vient de le dire, la temporalité est différente, les catastrophes sont différentes. Il n'y a pas un tsunami, mais des tsunamis, comme il y a des séismes, comme il y a... vous avez, lorsque vous prenez les tremblements de terre, celui d'Haïti n'était pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose que celui du Japon, ou du Chili, ou de Turquie. Ce sont à chaque fois des mouvements de plaques tectoniques, mais avec chaque fois leur singularité. Donc là, dans la typologie des victimes, vous avez celles qui sont matérialisées ici par ces personnes qui se retrouvent peut-être en état de dissociation sur les débris. Donc, elle était vraiment impliquée, c'est de l'immédiat, pour lequel, lorsque nous intervenons, nous avons un rôle à jouer, à condition évidemment que ce soit sécurisé. Mais finalement, lorsque ce sont des dégâts matériels et qu'il n'y a pas de danger humain particulier, eh bien, on peut intervenir. Le fait est qu'on mettra un petit peu de temps à intervenir, surtout pour notre topic, le soin d'urgence médico-psychologique. On va intervenir, mais ça va être minimum
allez, 24-48 heures le temps qu'on se mette, qu'on se mette en action. 24-48 heures minimum. On peut retrouver 24-48 heures des personnes comme ça, puisque après, vous avez vu, les personnes sont mises dans des abris, mais dans le même temps, et là, la frise, il aurait fallu superposer les photos. Vous avez toutes les équipes de secours qui sont déployées au milieu de populations qui sont toujours en recherche et qui sont confrontées aux conséquences de l'événement. Et si on prend ces grandes catastrophes, on parle beaucoup de confrontation à l'inhumain lorsqu'on travaille en psychotrauma. Et les fractions traumatiques, je parle même pas pour les enfants, hein, mais les fractions traumatiques peuvent se faire uniquement par la vision de débris humains, puisque là, on est vraiment dans une situation où on perd complètement le cadre signifiant. Si vous voulez, un médecin légiste qui va faire une autopsie, il ne va pas faire de psychotrauma. Il a un bon cadre signifiant bien solide. Mais là, se retrouver, même si on est un petit peu préparé, là, pour le coup, cette préparation, ça reste du parasismique, l'antisismique n'existe pas. Donc, confronté à des situations où tous les jours, on a non seulement l'affliction des personnes qui sont profondément touchées, mais également des débris humains qui sont amenés par les côtes et auxquels on est exposé, eh bien, voilà ce qui peut provoquer les fractions traumatiques. Et alors, je me souviens très bien, Jean-Jacques, toi aussi, lorsque nous étions poursuivis de Phuket, est-ce que j'exagère si je dis que 80% des personnes que nous avons vues étaient des secouristes improvisés ou des secouristes professionnels? On était en troisième semaine de rotation, donc 3 semaines après, des personnes continuaient à s'exposer, étaient toujours dans cette phase qui se situe entre immédiat, post-immédiat. Enfin, on a vraiment un rôle à faire à ce moment-là. Le premier étant de se dire déjà, dès que nous partons de Focus Métropole, de l'Hexagone, eh bien, se dire, on n'ira pas voir les débris humains, on ne va pas s'exposer, nous. Le risque, c'est que nous soyons aussi impactés. Et même si on n'est pas impacté, le fait d'avoir ces images qui sont extrêmement violentes, des corps qui sont passés au tsunami et qui ont plusieurs jours, on a vraiment l'image de quelque chose d'inhumain, vraiment quelque chose qui peut créer cette effraction, même pour un professionnel, ce qui est constaté à chaque fois. Et puis après, vous avez le temps, donc vous avez vu, ça peut durer très longtemps. Et puis après, vous avez le temps, là encore, du retour pour lequel, eh bien, c'est un instant très particulier, puisque suivant le temps dont on dispose dans l'avion, eh bien, on peut déjà commencer à aménager cet espace de sas entre eux. On était immergé dans la situation, même si elle a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, on est dans un sas de sécurité qui va nous ramener dans un lieu sécurisant. Non seulement est important parce qu'on peut du coup commencer à travailler au même titre que lorsqu'on est en SSE et qu'on met en place nos pumps, s'il y a des espaces de sécurité, on va passer du chaos à autre chose. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça vous savez très bien ce que l'on fait dans ces moments-là. Alors, un mot sur cette notion puisqu'on parle de tsunami, bon, on est forcément dans des catastrophes majeures, hein. Un mot sur les histoires de catastrophes à effet limité. Alors, les professionnels ont tout de suite un visuel sur ce que cela représente. Pour ma part, c'est vrai que j'ai été très surpris. Si on prend l'exemple de Phuket, de ce tsunami d'Asie du Sud-Est, de 130 000 morts, donc à peu près au moment de fin d'année, partout sur toutes les chaînes de télévision, il y avait moins de chroniqueurs, mais il y en avait déjà un paquet. Eh bien, vous avez été annoncé des chiffres 250 000, 300 000 morts, avec des images qui tout aussi compliquées à voir les unes que les autres. Et j'entendais parler là-bas c'est un accident à effet limité. Je dis ouais, enfin bon. À partir de combien c'est plus limité, hein, si on parle de... Mais en réalité, non, d'un point de vue technique, vous aviez, en tout cas pour cette raison, je ne parle pas de Sumatra, je parle uniquement de la Thaïlande pour l'instant. Vous aviez effectivement des vagues qui étaient rentrées, qui avaient dévasté, qui avaient tué, qui avaient été très puissantes, qui avaient créé vraiment une authentique catastrophe, mais elles n'avaient pas détruit complètement ces rentrées de 2-3 km, mais les hôpitaux fonctionnaient, le réseau routier, il y en avait un, les équipes de secours pouvaient quand même fonctionner. Enfin, il y avait quand même derrière une logistique qui pouvait être mise en place. Voilà ce qui fait qu'en fait, cette catastrophe était à effet limité. C'est pas le nombre de décès et de victimes qui
qui décide si on a affaire à une catastrophe d'ampleur ou à effet limité. Et vous avez Banda 7 en Indonésie, où là la catastrophe, même tsunami, mais sur un autre site, où là tout a été détruit et plus de route. Les services de secours qui étaient avec les services de préfecture en train de faire une cérémonie de diplôme, je ne sais pas trop quoi, ont été sur bord de mer, donc tout a été anéanti. Là pour le coup, vous aviez affaire à une catastrophe majeure. Dans ce genre de catastrophe où il n'existe plus rien, eh bien, ça va être très compliqué pour les cellules d'urgence d'intervenir. D'abord parce qu'il y a plein de dangers, pas forcément des dangers humains, même s'il y a toujours une part de danger humain après une catastrophe, mais vous avez surtout tous les dangers qui sont liés aux catastrophes. Enfin, je veux dire tout ce qui peut devenir délétère, ce qui peut devenir dangereux, ce qui peut être bien au-delà d'un simple polluant après ce genre de catastrophe. Donc, on est préparé à prendre les gens en soin dans des situations particulières. Parfois, on va le faire dans des situations où on sait qu'il y a davantage de risques, mais c'est toujours calculé. En tout cas, là, c'est vraiment le travail de militaires, de la sécurité civile, pour qu'ils puissent après nous amener les personnes dans des lieux qui puissent être sécurisés. Mais on n'ira pas s'amuser à marcher comme ça au milieu des débris. Et en même temps, je vous le dis, c'est des choses qui ont été faites, que j'ai eu l'occasion de faire, mais c'était il y a longtemps, avant qu'on prenne de l'expérience. D'ailleurs, des personnes qui ont été touchées par des images compliquées à la suite de ce genre d'événements, des personnes de cellules d'urgence parfois, on se rend compte, et elles se sont rendues compte que, après avoir vu ces images, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'elles arrivaient à prendre en soin, elles n'avaient pas forcément des fractions traumatiques, mais en tout cas la prise en soin, eh bien, était parasitée par ces images. Elles étaient un petit peu touchées par cette image. Quand dessus vous ajoutez le fait que vous avez autour de vous une population avec laquelle vous êtes proche, puisqu'il y a une proximité quand vous êtes déployé, vous allez rester parfois plusieurs jours avec les personnes, vous devez subir leur affliction. À un moment donné, si vous ne mettez pas en place une bonne stratégie, qui permette de pouvoir vous protéger tout en pouvant mettre en place une stratégie pour travailler, pour pouvoir soigner les gens, au-delà des idées de les soigner, eh bien si on ne se prépare pas un minimum, on peut tomber dans ces pièges et finalement revenir avec le sentiment d'avoir fait quelque chose d'intéressant, d'avoir voulu faire quelque chose de bien, mais il n'y a rien de plus dommageable que de revenir avec soi-même un impact alors qu'on est parti justement pour pouvoir prendre en soin des personnes. Ça va, je suis pas trop... Je suis dans les temps. C'est parfait. Donc, un mot sur la task force médico-psychologique. Là, c'était pas la task force médico-psychologique. On en était encore à l'époque du SAMU mondial, qui a donné suite à l'établissement de projection pour les urgences sanitaires, qui s'est transformé en la réserve sanitaire. Et depuis 2018, vous avez la task force médico-psychologique, qui a été créée à l'initiative de la référente Nathalie Prieto et de son collègue également référent, François Ducrot. Donc cette task force, pour ce genre de situation, c'est elle qui va être envoyée. Elle qui va être envoyée parce qu'il faut, en plus du fait qu'il faut des personnes qui aient un peu d'expérience, mais il faut aussi une préparation. Et puis, il y a des situations pour lesquelles tout le monde ne veut pas forcément être envoyé. Il y a un temps à chaque fois pour pouvoir intervenir. Et je reviens un petit peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ce que disait Zut, j'ai oublié son nom. Grégory Sutton. Comment ? Oui, voilà. Absolument. Merci. Absolument. Donc, ouais, il y a quand même quelque chose qu'il faut un petit peu appréhender. Et ça, c'est une force. C'est ce que disait le professeur Bigot, que de dire, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment c'est mon envie d'y aller, mais est-ce que je suis en capacité d'y aller maintenant ? Est-ce que c'est le bon moment ? Et franchement, je vous assure que, lorsque vous êtes préparé à ça, que d'un seul coup, il y a l'événement, que vous recevez le coup de fil, et ben, qu'est-ce que vous êtes tenté de dire ? J'y vais, hein. J'y vais, de toute façon, j'y vais.
Sauf que parfois, c'est pas forcément le bon moment. Je prends juste un exemple. Lorsqu'on dit aux personnes, bon, vous allez partir, mais il est possible que vous dormiez dans des tentes, en chambre, dans des conditions dégradées. Les personnes très passionnées parce qu'elles ont envie de partir vous répondent oui, j'ai déjà leur entendre, pas de problème. Bah oui, mais c'était il y a 40 ans plus tôt au camping des Flots Bleus, quoi. Entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses. Et sur place, les personnes développent leur migraine, entendent deux, trois fois autour d'elles des personnes qui sont dans l'affliction, qui disent papa, papa, maman, maman. 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, et tout ça pendant plusieurs jours. Ça plus le fait de prendre un rythme différent, d'être confronté à des soignants qui travaillent un petit peu différemment, et surtout des corporations qui travaillent aussi de façon différente. Je ne sais pas si c'est vraiment je pense que c'est des bonnes questions qu'il faut qu'on puisse se poser avant de s'engager dans ce genre de mission. C'est vrai qu'elles sont extrêmement gratifiantes, mais il faut bien les paramétrer avant, quoi. Il faut bien savoir où on est. De toute façon, il y aura du travail après. Le travail le plus long sera même à faire après. Hein. Il sera à distance. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour partir? Est-ce que on a pu avoir des très grosses surprises avec des gens qui étaient très intelligents, vraiment des gens à qui je confierais ma santé, celle de mes gosses, pas de problème, mais qui, pris par l'émotion, ont dit oui à un moment donné, un moment où il le fallait pas. Et vous voyez ces personnes qui, à peine arrivées, parfois une fois dans l'avion, pensent que leurs problèmes vont disparaître en partant, que leur colique néphrétique va disparaître, que leur problème familial aigu va disparaître. Ben non, ça fait tout l'inverse lorsqu'on part dans ce genre de mission. Comme le stress est un amplificateur. Donc si on pense oublier dans ces moments-là, c'est un très mauvais calcul. Ce sont des paramètres qu'il faut pouvoir penser avant, être en capacité de se dire, et encore une fois, c'est une force que de lutter contre j'y vais, et tant pis, je ne préviens pas mes collègues, j'y vais, et tant pis. Tout ça, après, il y a un coût à payer. Donc là c'est une équipe qui était partie pour 10-12 heures je ne me rappelle plus exactement, étape à Bangkok. Mais en général, pour les événements d'Asie, c'est rarement en dessous de 10 heures en 3e semaine. 3 minutes, Dominique. Ok. J'arrêterai donc avec ces 3 frises. Donc, les impliqués, si on parle uniquement des impliqués, ce qu'on appelle les impliqués directs, on voit bien que ces notions, il faut les revoir un petit peu. Thaïlande, la catastrophe de départ, vous avez des impliqués directs, on n'est pas là tout de suite. Encore une fois, j'ai le prisme du regard des cellules d'urgence médico-psychologique françaises intervenant à l'étranger pour les ressortissants français. Donc, vous avez des personnes, on n'est pas là à ce moment-là, des personnes sont mises à côté, je vous remonte la frise. Donc, là, vous avez du monde à prendre en soin. Les secouristes sont à l'action, eux, ils peuvent être en train de s'exposer, et là, franchement, c'est sûr, il y en aura. Et vous avez après le temps du retour, du rapatriement, de l'aide au retour. Et puis, vous avez aussi donc ces dispositifs qui sont extrêmement bien huilés, donc d'accueil à Roissy. Donc ça, c'est pour celle de Thaïlande. Autre catastrophe, celle du Japon, 2005. Mexique a mis 2005. Celle du Japon, en 2011, avec le tsunami. Donc, vous avez le tremblement de terre. Et pareil, un tremblement de terre extrêmement puissant, mais encore une fois, tout est parasismique. Hein, tout bouge, mais tout est parasismique. Vous avez des blessés, mais juste après va suivre une autre catastrophe, c'est celle des tsunamis qui sont inarrêtables. Hein, très clairement, arrêter une mer, c'est le plus compliqué, qui vont générer effectivement beaucoup plus de décès et de victimes qu'au cours du mouvement de plaque tectonique, extrêmement puissant. On est tous sur des trucs aux environs de 9, voire 10. Ce ne sera pas fini parce que juste après, vous avez de nouveau une catastrophe qui va survenir. Donc c'est celle de Fukushima, avec donc en dehors du fait que vous avez cette crainte de l'accident nucléaire. Et on en était vraiment, vraiment pas loin, puisque même au niveau de l'ambassade, arrivé, eh bien, on nous avertit qu'une pluie de césium-137 allait peut-être s'abattre sur Tokyo, et qu'il fallait confiner l'ambassade et confiner Tokyo. C'est complètement impossible. Heureusement, le souffle divin, kamikaze, souffle divin, a soufflé et a repoussé vers la mer. Mais vous avez quand même eu cette 3e catastrophe qui est survenue, avec des personnes qui sur place ont été touchées, ont dû
partir de chez elles avec cette crainte d'une mort. Effectivement, c'était pas le raz-de-marée, mais il y a quand même cette notion de mort qui est bien présente, qui est là. Et à partir du moment où il y a ce critère, il y a le risque d'effraction, il y a le risque de troubles de stress post-traumatique à venir. Donc il y a eu ce temps-là. Donc vous voyez, au niveau de la cinétique immédiat, post-immédiat, un tremblement de terre par rapport à un autre, il y a des grosses différences. Et puis vous avez après, donc là encore, le retour par un avion de la République, retour qui se fait où vous pouvez être surpris par des réactions, à savoir que retour en France, et vous avez des commentateurs, des leaders qui expliquent que les Français fuient comme des lapins. Je reprends des termes d'un ministre, alors que les Japonais n'ont pas peur, qu'ils sont habitués et tout, avec des lieux communs sur les Asiatiques sont comme ça, ils sont... Bon, sur place, les gens avaient peur, bien évidemment. Les gens avaient peur. Et puis, moi qui suis d'origine asiatique, bah oui, j'ai peur aussi. Au milieu de trucs comme ça, franchement. Donc, c'était pas forcément facile et ça a donné quelque chose auquel on ne s'était pas attendu, c'est des conflits de loyauté des personnes qui étaient parties en laissant sur place des Japonais. C'est-à-dire que, mais vraiment, c'est pas des psychotraumas, mais quand même, c'était pas nécessaire dans le moment. Donc après, accueil parisien encore avec le dispositif. Troisième mouvement de plaque tectonique, celui-ci se passe en Amérique du Sud, donc des choses qui sont très rapides, très, très violents et qui détruisent. Pareil, tout est parasismique au Chili, donc il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ça nous paraît impressionnant, les routes sont abîmées et tout, mais pas beaucoup de morts finalement. Ce qui va tuer, encore une fois, eh bien, ça va être la survenue des vagues meurtrières qui vont surprendre, même s'il y avait tout de prévu, alerte au tsunami, il faut partir par là. S'il y a le moindre quoi, qu'il y en a eu un, eh bien, les personnes sont restées. Et le bilan est tout de suite monté à moins 2000, mais gros bilan quand même pour un pays comme le Chili. Un gros bilan pour un pays comme le Chili, où tout est parasismique et où tout est préparé. Donc là, pareil, vous allez sur place, vous voyez les personnes, celles qui ont effectivement vécu des choses, le tremblement de terre qui était, encore une fois, vous ne pouvez pas tenir debout. Et après, vous allez sur les sites où là, vous voyez les personnes qui peuvent très bien, même des jours après, se retrouver au milieu des décombres, toujours en état de dissociation. Si la personne vous engueule, c'est pas trop grave, mais toujours en état de dissociation. Et puis, comme pour refaire les routes, pour que les personnes s'y reconnaissent un petit peu dans leur village qui a disparu, les bulldozers refont un petit peu les chemins. Mais là, on a un rôle qui peut être important. Alors, quand je dis que le rôle peut être important, il faut être extrêmement modeste. Je reste toujours dans le prisme de ressortissants français. Parce que même des personnes dans des pays francophones, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas le rapport à la santé, on ne connaît pas vraiment. Et puis surtout, si on doit prendre en soin pour faire une bonne investigation sémiologique un ressortissant étranger, eh bien, you must be language native, parce que sinon on ne peut pas comprendre les métaphores. C'est ce genre de choses qui sont super importantes et on ne connaît pas les codes. Donc soit on prend un traducteur, c'est ce qui se faisait, on prend un traducteur qui lui est natif de langue, et encore ça va rester modeste, soit on voit des Français qui étaient là-bas, quoi. Bon, j'ai fait un petit peu vite. Je suis dans le temps. On est à moins 3 minutes. Non, oh zut, pardon, désolé. Un grand merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir ?